Écœuré, dégoûté, désabusé, aucun mot n'est assez fort pour exprimer ce sentiment de gâchis et cette colère après cette élimination en quart de finale de Coupe d'Europe. À croire que pour un supporter de Nice, plus qu'ailleurs, la vie n'offre que des désillusions et des lendemains qui déchantent. Le gym devra encore attendre un bon moment avant de vivre une nouvelle épopée, mais il aura certainement perdu en route certains parmi les plus passionnés. Alors aujourd'hui, on a une pensée pour tous ces enfants qui ont pleuré ce jeudi soir sous les coups de 23h30 et à ces papas et à ces mamans restés sans mots pour les consoler. C'est pour eux que nous avons de la peine aujourd'hui, que nous avons aussi un petit peu honte. Pour tous les supporters rouges et noirs irréprochables hier soir, et pas pour ces bourreaux en short et maillot. L'OGC Nice a toujours été un perdant, même pas magnifique. C'est dans l'ADN de ce club et ce ne sont pas les millions mal dépensés d'Ineos qui pourront y changer quelque chose. Salut à tous, on s'est tous réveillés avec la gueule de bois ce matin et nous allons revenir bien sûr sur cette nouvelle désillusion dans ce Gym Tonic en compagnie chaque semaine des experts du service des sports de Nice Matin. Vincent Menichini, salut Vincent. Salut à tous. William Imbersé, salut Will. Salut Mika. Visage sombre, mon Will. Ouais, après il faut relativiser, ça reste du football. Tu as raison, ça reste du football. Et le chef, le big boss, la légende, Philippe Cans. Salut Philippe. Notre invité cette semaine connaît bien l'OGC Nice puisqu'il y a entraîné la réserve. Il est aujourd'hui l'entraîneur adjoint d'Hervé Renard au sein de l'équipe de France de foot féminine d'ailleurs. Laurent Bonadei est parmi nous aujourd'hui. Salut Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Gym Tonic. On va parler bien sûr avec toi de tes années à l'OGC Nice et puis de ce qui se passe, cette nouvelle aventure aux côtés d'Hervé Renard et cette équipe de France de foot. Allez, au sommaire également de ce Gymto, nous évoquerons les suites de l'affaire Galtier avec la prise de parole, pour ne rien dire, du président River. Nous évoquerons le bilan d'Ineos depuis 2019, l'avant-match contre Clermont et cette question est maintenant. Et en fin d'émission, le Souviens-toi consacré au plus grand fiasco de l'histoire du gym. C'est un sommaire magnifique, assez réjouissant. On va se régaler. Allez, on attaque cette émission par cette défaite donc de Buzyn contre Bâle, synonyme d'élimination en quart de finale d'Europa League conférence. Messieurs, nous étions au stade hier soir. On a pas mal échangé aussi depuis hier. Vincent, on reste un petit peu sous le choc quand même de ce qui s'est passé hier. Ouais, comme tu l'as dit en début d'émission, c'est clairement la gueule de bois, mais sans les effets de l'alcool. Mais on a pris une grande claque dans le museau hier, parce que voilà, ça se passe pas si mal jusqu'à la 86e, et là, tout déraille. Avec cette égalisation, je l'ai revu plusieurs fois. Il y a une faute qui est une faute assez anodine au milieu de terrain, un coup franc qui est rapidement joué. Et Nice qui est complètement à l'arrêt, rien n'est perdu encore parce qu'il n'y a qu'un partout et la prolongation est encore une fois très, très compliquée. Et ce deuxième but qui intervient de manière également catastrophique avec une perte de balle, tu as le droit d'avoir une erreur technique, en l'occurrence Bilal Brahimi, mais c'est plus après sur ce qui suit, le non-pressing, le non-cadrage sur le centre et ce but avec 3 Suisses pour pratiquement 5 Niçois au cœur de la surface. Donc ouais, c'est une soirée, comme on l'a écrit, une soirée cauchemar tout simplement. On va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Bâle hier soir avec une domination malgré tout niçoise dans la possession, dans les tirs. Alors pas dans les tirs cadrés effectivement, il ne faut pas oublier que Bâle aussi, Will en fin de match aurait pu plier la rencontre dans le temps réglementaire puisqu'il y a aussi eu un poteau un ballon qui rebondit sur le poteau de Kasper Schmeichel. Oui, parce qu'on a une équipe niçoise qui s'est complètement délitée au fil de la soirée et qui finalement a confirmé la sensation que cette qualif elle est perdue au match aller. Parce que Bâle est resté en vie, alors que techniquement, tactiquement, c'est une équipe qui est inférieure à l'OGC Nice. Mais l'OGC Nice n'a pas su appuyer là où ça fait mal quand ils ont eu les opportunités. À l'aller notamment, quand ils rentrent à 2-1 à la mi-temps, au retour des vestiaires, ils doivent appuyer et finir, en mettre un 3e, un 4e, à l'image de ce qu'avait fait la Fiorentina à Lech Poznan. Lech Poznan a montré que c'était pas joué pour autant, mais je trouve que Bâle était dans son plan de jeu, était revenu vivant de ce match nul avec la règle des buts à l'extérieur qui ne compte plus. C'était comme un 0-0, peu importe les 2 buts encaissés. Ils ont laissé Nice jouer, ils se sont mis bas. Ils n'ont pas paniqué, ils ont pris un but, ils n'ont pas changé de plan. Et puis dans le dernier quart d'heure, là on l'a vu qu'ils se sont coupés en deux, qu'ils ont joué les coups de pied arrêtés à fond. Le coach Vogel a fait rentrer Calafiori, Augustin, 2 joueurs sur qui il compte normalement, mais que là était un peu en manque de forme. Banco. Le banc suisse a fait la différence, le banc niçois n'a pas existé.
La différence, elle a été là, et pour moi, c'est vraiment match aller que tu as loupé le coche. Laurent, tu connais bien Jean-Kévin Augustin, tu l'as eu au Paris Saint-Germain. J'imagine que quand tu l'as vu rentrer, tu as dû te dire ça peut être compliqué pour Nice peut-être. Oui, c'est intervenu un moment où aussi le coach a changé de système. Donc je me suis dit, et j'attendais de voir qu'est-ce qui allait se passer aussi par rapport aux Niçois. Parce que jusqu'à présent, il faisait un match parfait. Et au-delà de ce changement, je pense qu'il y a un événement aussi avant ça qui est à prendre en considération et qui est une forme d'injustice. Moi, je vais me positionner en avocat aujourd'hui. Parce que autant les arbitres ils sont aidés par la VAR, autant je pense qu'ils sont un peu frileux à prendre des décisions sur l'instant. Et même si j'ai beaucoup d'affection pour Andy, pour moi il y a faute sur Mofi. Cette faute-là, si elle est au milieu du terrain, il n'hésite pas une seconde, l'arbitre il siffle. Je pense qu'il siffle si c'est dans le rond central. Et là, il se donne un petit délai de réflexion et il s'appuie sur la VAR. Et là, la VAR, à mon sens, doit au moins l'appeler pour aller voir l'écran. Parce que si Andy touche le ballon en premier, si le ballon s'en va à 20 mètres, ok, il n'y a pas de souci, mais le ballon il est encore en jeu, il est là, et Mofi ne peut plus le jouer parce qu'il y a faute, clairement, sur lui. Alors, ça, c'est le premier tournant. Ouais, c'est vrai que c'est un tournant. Alors, on va pas faire toute l'émission sur l'arbitrage, mais oui, donc quand même, on a vu des choses assez bizarres hier soir par ce trio d'arbitres néerlandais, comme par hasard, un petit peu aussi. À un moment, il y a une faute sifflée contre Aaron Ramsey, il prend un carton jaune, alors que c'est le joueur suisse qui lui marche sur la chaussure et qui lui enlève la chaussure et qui tombe derrière, quoi, qui est déséquilibré. Il y a eu 2-3 décisions assez litigieuses. Pas très inspiré, monsieur, je citerai plus son nom parce que je m'en Bouyoubourrouk là. On n'arrive pas. Mais je suis à moitié d'accord avec Laurent parce que je trouve que oui, d'abord il touche le ballon, après dans la continuité de l'action, il emporte la cheville de Mofi, ok, mais j'ai vu des situations semblables avec des champions qui sont les tigeuses autant, et surtout, il y a un penalty aussi pour balle, parce que Boudaoui, à un moment donné, il crochette le joueur qui rentre dans la surface. Ça peut faire d'accord, mais à 2-0, le match il est fini. Là, comme se passait le match, je veux dire, tactiquement, ce qu'avait mis en place Didier et son staff, c'était parfait. Et le 3-4-3 fonctionnait à merveille. La relation, la synchronisation sur les côtés entre Bard et Thuram, c'était parfait. Les deux milieux de terrain, ce qu'ils faisaient, c'était exceptionnel. Je veux dire, jusqu'à la 86e, moi, devant l'écran, j'étais enchanté par le projet de jeu qui était mis en place. Philippe, c'est une désillusion de plus, on va dire, pour l'OGC Nice et ses supporters ? Ah ben oui, on peut pas dire autre chose. En même temps, c'est vrai que c'est d'une violence inouïe, quoi, parce que pendant 85 minutes, ils avaient respecté leur plan de jeu sans être irrésistibles, puisqu'ils n'ont jamais pu enfoncer le clou et marquer ce deuxième but. Mais voilà, c'est le foot, quoi. Ça, c'est facile, mais en 5 minutes, ça a complètement tourné, et puis maintenant, on est en train de faire une autopsie, quoi. C'est ça, c'est un peu une thérapie de groupe, là, pour tout le monde. Et même sur l'arbitrage, comme disait Will, j'invite franchement à regarder la faute sur l'égalisation. Ouais, elle est pas ouf, la faute d'Amraoui, ouais, effectivement. Et juste après ça, il y a également ce changement, je pense qu'on y vient juste après, où en fait, Didier Gard, il veut faire entrer Bilal Brahimi. Oui, qui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, mais il n'est pas prêt avant de rentrer, et forcément, quand il est sur le terrain, il n'est pas prêt, parce que le contrôle qu'il rate en pleine prolongation, c'est un joueur qui n'est pas prêt. On va reparler effectivement des choix de Didier Digard dans cette rencontre. On va quand même écouter l'entraîneur de l'OGC Nice après la rencontre, bien sûr, évidemment, très abattu par cette élimination. Une grosse déception. On avait toutes les cartes en main et on a cédé, on a gâché la fête de beaucoup de monde alors qu'on avait tout mis en œuvre pour que ça se passe bien, donc c'est une grosse déception. Qu'est-ce qui a manqué selon vous ce soir ? D'une part le réalisme, parce que les occasions pour remporter ce match on les a. D'autre part la solidité défensive, parce qu'on sait que chaque occasion contre nous on le paye. Et ensuite je dirais du caractère, parce que on a arrêté de jouer alors que c'est notre force. Pas en colère parce que je pense que malgré tout ils ont tout donné, même s'ils l'ont pas bien fait et qu'on aurait dû faire mieux tous ensemble, moi le premier. Mais c'est plus de la déception. La colère, c'est si je pense que les mecs n'ont pas tout donné. Pas de colère chez Didier Digard, qui protège aussi quand même un petit peu malgré tout ses joueurs. C'est compréhensif de tenir ce discours, Laurent, après un match quand on est entraîneur ? Oui, parce que là, c'est juste après le match.
il est sous le choc parce que jusqu'à la 86e, pour moi, tout était parfait. Du coup, il se pose beaucoup de questions, je pense, en tant que coach. Il se dit peut-être, est-ce que j'ai bien fait de changer? Mais nous, de l'extérieur, on ne sait pas les raisons qui font qu'un coach fait des changements. Est-ce qu'il y a eu des crampes? Est-ce qu'il y a eu de la fatigue? Voilà, il a fait des changements. Et il est abasourdi parce que je pense qu'il se rend bien compte que les joueurs qui sont rentrés n'ont pas apporté tout ce qu'il espérait. Après, il parle vrai quand même. Hein. Il dit on a gâché la fête. Voilà, il se cache pas quoi. Il sera pas le seul à le dire. Contrairement à d'autres qu'on voit plus. Lui, D'ailleurs, c'est lui qui assume dans le marasme depuis le début de l'affaire Galtier. C'est le seul qu'on entend aussi. On y reviendra effectivement sur les derniers développements, mais c'est vrai que les prises de parole, mis à part celle de Jean-Pierre River hier, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait que Didier Digard qui s'exprimait sur ce sujet-là. Autre réaction que j'aimerais vous faire écouter, celle du capitaine de cette équipe de l'OGC Nice, Dante, c'était hier soir en zone mixte devant la caméra de Philippe Bertini. Beaucoup de déception, bien sûr. Ça touche tout le monde, ça a touché tout le club, les supporters, toute l'équipe. Là, il faut que on arrive maintenant à digérer cette grosse défaite, on peut le dire, et prendre l'énergie pour finir le championnat bien. C'est difficile à dire parce que nous avons contrôlé tout le match. Et sur un coup de pied arrêté, on prend cette illégalisation qui fait très mal. Donc après, ce que je dois de vous dire, c'est une manque d'expérience, d'exigence. Nous sommes sur les 5 dernières minutes. C'est clair que plus le temps passe, plus on est fatigué, plus on a moins de lucidité. Mais les grands, dans les petits détails, ils sont très très forts. Donc c'est à nous deux. Si on veut passer un palier, si on veut amener ces clubs où on veut, où on souhaite, il va falloir apprendre sur ça parce que ça fait très très mal. Écoutez, moi je me coupe déjà sur notre travail sur le terrain. C'est déjà assez beaucoup. Et la seule chose que je dois vous dire que ça m'a touché beaucoup à cette défaite parce que j'aimerais absolument rendre du bonheur, de joie aux gens. Et qui aussi peut-être ça sera mon dernier match au Coupe d'Europe. Donc voilà, après tout se passe à l'extérieur. Franchement, j'ai d'autres choses à faire. J'aime beaucoup continuer à prendre du plaisir à chaque entraînement, à chaque match. Voilà, le capitaine de l'OGC Nice, Dante, forcément très abattu. Après cette rencontre, il dit un truc assez touchant d'ailleurs, Dante Will, c'est qu'il dit c'est peut-être mon dernier match de Coupe d'Europe dans ma carrière. Lui qui a quand même gagné la Ligue des Champions. Ouais, et lui qui a été irréprochable. En plus. Voilà, 39 ans, lui, quart de finale européen, il est là, il est au rendez-vous, il est bon. Quand c'est pas le cas de 50% de l'équipe, avec pour certains des circonstances atténuantes, je pense aux plus jeunes, c'est pas toujours évident. Les blessures n'ont pas mis aussi l'effectif et Didier Digard dans les meilleures conditions. Mais quand je vois, par exemple, on en parlera plus tard, mais l'entrée d'un Nicolas Pepe, avec l'expérience, le CV qu'il a, minable. Minable. Allez, dernière réaction avant d'aborder tous ces thèmes, celle de Gaëtan Laborde, buteur, très beau but d'ailleurs, Gaëtan Laborde, jeudi soir du côté de l'Alliance Riviera. Écoutez sa réaction après le match. Forcément, on est extrêmement déçus. Voilà, ça aurait dû être une belle fête pour nous, pour nos supporters, pour tout le peuple niçois. Et aujourd'hui, voilà, on a failli et forcément, on est extrêmement déçus. Ouais, on est peut-être tombé dans un faux rythme. Eux, en deuxième mi-temps, ils ont aussi poussé pour venir essayer d'égaliser. On a un peu plus subi. On n'a pas réussi vraiment à reprendre la main sur le ballon cette deuxième mi-temps. Et puis quand on a eu des occasions pour marquer le deuxième but, on l'a pas mis. Donc ça paye cash quand même au haut niveau. Non, ce soir, à l'aller, l'un dans l'autre, c'est quasiment le même match. Non, c'est dommage. Après 2-2 extérieurs, c'est pas non plus un mauvais résultat. On avait la main aujourd'hui pour faire une grosse perf et se qualifier devant notre public. On fait un très bon début de match et aujourd'hui on laisse filer un peu le match. Voilà, on laisse filer un petit peu le match. Ce sont des mots forts quand même de la part de Gaëtan Laborde qui lui a fait un très bon match pour le coup hier soir. On laisse filer un peu le match. Mais après, oui, il a dit Dante irréprochable, Laborde irréprochable, ça fait pas beaucoup sur 11, voire 15 avec les entrants. Au milieu, Ramsey Boudaoui, exceptionnel pendant 80 minutes. Après, ça met le clignotant, ça peut pas finir le match. Sur les côtés, Barre,
c'est catastrophique depuis plusieurs semaines. Le petit Mendy, il a 18 ans. Jean-Claire Todibo, je ne l'ai pas trouvé très bon ni très mauvais, mais plutôt aussi, lui, perturbé par tout ce qui s'est dit ces derniers jours. Kefren Thuram, pas au niveau. Kasper Schmeichel qui fait pas un arrêt. Ça fait quand même beaucoup de joueurs en dessous du niveau espéré. Et quand tes entrants sont encore plus mauvais que ceux que tu sors, parce qu'ils sont déjà pas très bons, bah ça donne cette bouillie malheureusement en fin de match. Justement, on va aborder les changements opérés par Didier Digard dans cette rencontre, coaching perdant, parce que peut-être que la clé aussi de cette rencontre, Laurent, c'est quand les deux latéraux sortent, les deux pistons sortent, et quand Terem Moffi également sort en même temps dans ce match, on a l'impression que l'OGC Nice a commencé à perdre un petit peu le fil à ce moment-là. Ouais, j'ai pas envie de parler de coaching perdant parce que c'est aussi le coaching de l'entraîneur adverse qui a peut-être été gagnant avec la rentrée d'Augustin notamment. C'est vrai que quand les joueurs sortent, quand tout va bien, quand la dynamique est bonne, ça crée un petit déséquilibre. Rentrer dans un match comme ça, c'est pas facile non plus. Ça nécessite d'être prêt, comme disait tout à l'heure Vincent. Et du coup, l'équipe s'est un peu désorientée. Et parfois, on dit on a 5 changements, on se doit de faire tous les changements. Mais des fois, on peut finir un match à 11 aussi. Et c'est pour ça qu'il serait intéressant d'avoir l'avis de Didier par rapport... Parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne connaît pas sur l'état de fatigue et sur tout ça. Et il était certainement obligé de faire ces changements. Boudaoui crampé. Tu le fais une belle passe D. On va l'écouter justement. On va l'écouter, Laurent Didier Digard à ce propos. Il va répondre à justement ce que tu nous dis là sur ses choix, sur ses changements. Didier Digard hier soir en conférence de presse. Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai aussi ma part de responsabilité. Forcément, il faut assumer ce genre de choses. Après, il y a des choix qui ont été faits par défaut, notamment Youssouf et Hicham, parce que c'est pour de la fatigue et des crampes, donc on ne pouvait pas se permettre, puisque entre la crampe et la lésion musculaire, c'est qu'une question de temps, donc on ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque. Et après, les autres changements, comme je l'ai dit, étaient dus à la débauche d'énergie, mais ils ne sont pas aussi bien adaptés que les joueurs qui avaient débuté le match. Il y avait Melvin qui avait un carton aussi, donc c'est des prises de risque à prendre. Voilà. Moi, je vais te poser une question, Will. À quoi ça sert de mettre Moffi au frigo un petit peu à Brest pour le sortir au bout de 70 minutes ? J'ai pas le ressenti exact du joueur. Je ne sais pas dans quelle fraîcheur physique exacte il était. Après Didier Digard, je pense qu'il fait un choix aussi parce qu'il a Nicolas Pepe de disponible. Je pense qu'il tente ce pari-là en se disant que Pepe avec sa vitesse, il pourra aussi exploiter les espaces comme peut le faire Moffi. Est-ce que Moffi était un peu plus fatigué ? Je ne sais pas, mais en tout cas ce coaching, c'est vraiment celui-là qui met à mal le coaching de Didier Digard, parce que les autres ils sont un peu plus compréhensibles par les cartons, les crampes et tout. Mais Moffi, je trouvais qu'il faisait pas un grand match, mais il n'était pas non plus inexistant. Je le trouvais même plutôt en jambes dans la conservation. Et je pense que c'est facile, avec des si, on peut refaire le monde, mais les 2-3 occasions qu'a Pepe, sans parler de la deuxième, la première de la prolongation, mais 2-3 plats du pied, tout ça, Moffi, il aurait eu plus de détermination, le tranchant, que Pepe, il a fait une rentrée de poussin, quoi. Voilà, on va s'intéresser justement à l'entrée de Nicolas Pepe dans cette rencontre. Philippe, on a titré pour Nicolas Pepe une entrée indigne, parce que c'est vrai que ce qu'il a montré sur le terrain quand il est entré, c'est indigne du joueur qu'il est censé être, transféré de 80 millions d'euros à Arsenal, par exemple. De toute façon, on n'a jamais vu le Nicolas Pepe de Lille, ou très peu, d'Arsenal, peut-être, parce que... Ouais, vite fait, Arsenal. Mais, il a fait une entrée catastrophique, quoi. Une entrée, les autres n'ont pas été meilleurs, hein. Rosario, il est rentré, il a un bon ballon à donner, il y a un bon contre, il joue mal le coup, après il est pris... Amraoui, encore, ça a peut-être été le moins mauvais des rentrants. Je suis d'accord. Et puis, Brahimi, le banc des accusés, quoi. Mais sur Nicolas Pepe, Laurent, on attend peut-être mieux d'un joueur de ce calibre-là, dans un match aussi décisif. Comme disait Philippe, on n'a pas revu Nicolas Pepe depuis Lille, même à Arsenal, il n'avait pas... Quelles sont les raisons ? On n'est pas dans sa vie personnelle et footballistique.
Je reviens sur Didier, c'est quand j'entends son interview, j'ai l'impression qu'en fait il a subi les choses. C'est triste pour lui parce que tout ce qu'il a mis en place depuis un moment, déjà depuis qu'il a repris l'équipe, ça aurait mérité d'être récompensé hier. Et il a subi en fait les crampes, il a subi les fatigues, il subit l'entrée de Pépé qui est pas... Effectivement, il a ce contre où il part en 1 contre 1. Le Pépé qu'on connaît de Lille, il va au bout. Et en fin de compte, voilà, on parle d'un coaching perdant alors que tout ce qu'il a fait avant, c'était quand même assez bien. Mais parce qu'il te donne envie d'y croire en fait, Pépé. Moi je me suis trompé également en espérant qu'on revoit quand même un garçon capable de certaines fulgurances. Après, sur la dernière action, il a 5 mètres d'avance. Ce que je me dis, c'est que c'est pas possible que Pépé se fasse rattraper par le défenseur suisse. Je pense qu'il a encore un souci au genou. Je pense que ce match-là, il force parce qu'il a envie de le jouer. Je pense qu'il est à 50% et malheureusement, ça se voit immédiatement. Et puis en plus, il a un langage corporel. On a toujours l'impression qu'il s'en fout un peu. Et au final, ça rend quelque chose de catastrophique parce qu'à ce niveau-là, en quart de finale de Coupe d'Europe, si t'es pas à 100%, ça donne ce match épouvantable qui va, lui, pour moi, marquer le point d'arrêt, le véritable point d'arrêt de son expérience. Est-ce que le coup sur la cheville d'Andy Pellemard sur Mofi, est-ce qu'il n'était pas blessé, Mofi? Et puis même pour revenir sur Mofi, on peut quand même dire que tout ce que fait Mofi avant, alors certes, il récupère le ballon dans le pressing et tout, il est intéressant, mais dans le jeu de haut but, il a toujours cette tendance à peser. Mais sur le banc, je pense qu'il est aussi en droit de se dire qu'il fait pas quand même un grand match, Mofi. Oui, qui ne se crée pas d'occasion en tous les cas. Il a rien. Il revient 2 fois sur lui, dans la surface. Oui, il est pris de vitesse 2 fois par Pellemard. Ouais, c'est vrai. Donc il a aussi, Didier, à ce moment-là, il s'est dit, il amène du 109, il veut aussi finir bien le match. Will, Nicolas Pépé, l'OGC Nice, là c'est fini. Je pense que oui, c'est terminé parce que c'est décevant au final dans le bilan. Et moi, là, vraiment, c'est le plus condamnable, je trouve, c'est dans l'attitude. Parce que dans la détermination de ce qu'il devait faire, on a l'impression qu'il s'en foutait royal. Et surtout, il peut prendre rouge. Et il doit prendre rouge même. Encore une erreur d'arbitrage. Parce que quand, sur l'action qu'il rate, là, le défenseur le pousse, il lui met un coup de pied, c'est rouge. Et c'est geste d'humeur. Et est-ce que c'est normal d'un joueur de ce talent-là de rentrer en match en quart de finale? Vincent dit il avait envie de le jouer. Moi, je l'ai pas vu avoir envie de jouer. J'ai juste l'impression qu'il est rentré et puis qu'il est venu à Nice. Moi, depuis le début de saison, je suis hyper déçu de ce joueur et je le trouve minable dans l'attitude, à lever les bras, à constamment râler. Et dans l'action la plus criante, y compris envers ses coéquipiers. Mais c'est ça, dans l'action la plus criante qu'il rate, ce 5 mètres d'avance qu'il finit. Le pire, c'est après. C'est quand il va rechercher le ballon, alors que Laborde arrive face au jeu, il reprend le ballon, il retente encore sa chance en forçant, alors que Laborde était encore là à côté pour se démarquer. Il avait déjà fait en première mi-temps, au moment où il y a Laborde qui est sur le côté, qui fait un appel, il se retourne, il va donner derrière. Il s'en foutait royal, Nicolas Pépé. Et moi, c'est là-dessus que je ne veux plus le voir. Pour en terminer avec lui, Vincent, tu as dit un truc important, il était peut-être à 50% de ses capacités. Pourtant, on nous a vendu une cellule performance qui, normalement, doit étudier ça et qui doit empêcher peut-être les joueurs de jouer s'ils ne sont pas à 100% de leur capacité. On en a parlé la semaine dernière, mais je pense que Laurent est bien placé pour en parler. Il a été coach, il est coach, et donc tu as toujours, je pense, tendance, avec ce genre de garçon capable de certaines fulgurances, à te dire... Parce que c'est vrai qu'au final, ça rend quelque chose d'horrible sur ce match-là. Mais l'action dont il parle, en effet, il y a Gaëtan Laborde qui arrive et ça doit être à Laborde de tirer. Mais au final, ça accouche sur une situation où c'est contré, ça passe à pas grand-chose. Mais c'est bien joué. Comment ? C'est bien joué. Je trouve pas ça non plus mal joué de cette tentative. Moi, je trouve ça hyper très mal joué et très mal joué. Non, mais ça, c'est un joueur égoïste qui pense souvent à sa gueule, à ses stats. Je trouve que c'est très mal joué en amont. C'est la première prise de balle, le crochet. Ça, c'est vraiment très mal joué parce qu'il a 5 mètres d'avance. Mais sur la deuxième situation, je trouve la frappe, peut-être, c'est le meilleur geste qu'il fait de son entrée. Et puis lui, le problème, c'est que c'est un joueur d'instinct, mais que personne ne comprend ce qu'il fait, quoi. Donc on a l'impression qu'il joue tout seul. Il est jamais dans le tempo avec les autres. On voit rarement, quoi. Ouais. C'est vrai que l'apport de Nicolas Pépé a été vraiment très décevant. Et sur le match hier soir, c'est un euphémisme. Mais c'est un raté. Et puis même sur cette séquence, Pépé, voilà, t'as envie d'y croire. Le staff y a cru certainement même plus que nous. Ils sont laissés abuser, tu penses ? Il démarre. Il y a un peu de naïveté chez Didier Digard. Contre Paris, je sais pas si tu peux pas dire de la naïveté, mais il a des convictions qui sont les siennes. C'est évidemment, aujourd'hui, on peut dire pas les bonnes. Contre Paris, c'est Pépé qui démarre à la place de Laborde. C'était peut-être pas non plus le choix de l'année. Moi, je suis désolé, mais... ça fait beaucoup de mauvais choix, alors, du coup, non ? Oui, mais tous les coachs en font, en l'occurrence, sur Pépé, il s'est peut-être trompé. En interne, et je ne vais pas dire que Didier, beaucoup
avaient un regard que moi je n'ai jamais vu. En interne, ils étaient plutôt satisfaits de Nicolas Pepe. Parce qu'ils voient ce qu'il fait en entraînement. Moi, quand je me rappelle de ce qu'a dit Digard avant Angers, Nicolas Pepe, si c'est celui qui joue, il va vivre un calvaire en face. Je l'ai jamais vu de l'année. Ni avant, ni après. Même de l'extérieur, en fait. Parce que sur Pepe, on n'est pas d'accord depuis le début de saison. Parce que tu as toujours envie d'y croire. Moi, je suis entièrement Pourquoi d'accord. Parce qu'à cause du prix de son transfert, parce qu'il appartient à Arsenal, parce qu'il a montré des choses de folie. Tu peux pas dire non plus que c'est une brêle totale. Tu vois, c'est un joueur de foot professionnel. Tu peux pas dire d'un joueur de foot professionnel que c'est une brêle totale, de toute façon. Donc c'est pour ça. Et après, en effet, moi, je me suis trompé sur l'aventure de Pepe à Nice. Et au final, ça va être un véritable raté. Mais le débat, il pourrait tourner aussi autour de Jean-Kévin Augustin, que je connais bien. Qui a fait des choix dans sa carrière. Qui a eu aussi des désillusions à Nantes, à Monaco. Il est horrible depuis 5 ans, lui. Non, mais comme quoi. Non, mais c'est vrai. Hier, si on compare les deux rentrées. Bah ouais. Mais tu te dis pas au départ. Il a pris 25 millions il y a quelques jours. 28, Jean-Kévin. Donc ça a dû le rebooster. Le rebooster d'un coup. Je sais, je connais pas Pépé, mais je connais bien Jean-Kévin. C'est vraiment un bon garçon. Et je pense qu'il souffrait lui aussi de pas être performant. Et quand on est jeune, on se pose aussi beaucoup de questions. Et hier, il a montré, lui en tout cas, dans le domaine dont tu parlais, qu'il avait envie. Il s'est battu. Il a pas tout bien fait. Mais c'est vrai que sur l'état d'esprit, effectivement, il y a eu une grosse différence entre les deux, par exemple, hier soir. Philippe, on va aborder un petit peu aussi cette affaire Galtier en te posant une question simple. Est-ce que tu penses que le contexte de cette affaire a nui aux performances de l'OGC Nice, que ce soit pour le match aller, puisque c'est sorti juste avant le match aller, et également au match retour? C'est une question difficile. Oui, mais c'est pour ça que je te la pose, parce que tu as une grande expérience, mon cher Philippe. Moi, je pensais que ça... Je pars du principe qu'un joueur de foot, normalement, ça doit pas être perturbé par une affaire comme celle de l'affaire de Galtier. Pour moi, c'est pas ça qui a fait que. Mais on peut pas occulter qu'il y avait une odeur qu'il y avait un petit fond nauséabond autour de tout ça, quoi. D'ailleurs, les dernières informations autour de cette affaire, c'est qu'on a eu la confirmation par l'intermédiaire de l'avocat de Christophe Galtier qu'il y a bien eu des plaintes déposées pour diffamation et également menaces de mort à l'encontre du coach du Paris Saint-Germain. Vincent, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Didier Digard un peu seul en première ligne dans cette affaire-là. Est-ce que ça l'a affaibli, tu penses ? Moi, ce que je pense surtout, c'est qu'au niveau du club, il y a manqué d'un soutien fort autour des principaux concernés, parce qu'on oublie que dans cette affaire, Didier Digard, Jean-Claire Todibo, Kefren Turam, Hicham Boudaoui et plein d'autres joueurs peuvent aussi se considérer comme des victimes. Ou présumées victimes. Ou des victimes à leurs yeux. Donc, à aucun moment, on a senti un soutien fort du club, et même hier, avant le match, lorsqu'on pose la question à Jean-Pierre River, à aucun moment, il y a un mot de compassion vis-à-vis du coach, de Jean-Claire Todibo, des garçons qui ont souffert de cette affaire, clairement. Et c'est là où je trouve que le club a failli. Mais il n'y a pas que ça. C'est la faillite c'est la faillite d'Ineos également, c'est la faillite d'Estrosi qui a été aussi d'un ridicule sans nom dans la gestion des Ballois, c'est la faillite de plein de choses qui a rendu ce match-là, voilà, comme l'a dit Philippe, avec une odeur un petit peu nauséabonde, et ça a créé ce véritable marasme pour moi. On va parler de l'interview effectivement et la première prise de parole de Jean-Pierre River dans cette affaire. Juste Laurent, j'aimerais t'interroger sur le côté, est-ce que l'extra-sportif touche un entraîneur ou des joueurs dans une vie de groupe? Tout dépend des individus. Normalement, il vaut mieux s'en passer, quand c'est négatif surtout. Mais après, moi je l'ai vu avec les filles là, on a fait un rassemblement qui s'est très bien passé, et pourtant il y a eu par le passé des événements. Donc je crois que dans le football, il ne faut pas trop non plus se chercher d'excuses. Et il s'est passé ça, c'est regrettable. C'est sûr qu'il vaut mieux pas que ça arrive, parce que ça peut perturber certains, pas d'autres. Ça peut motiver aussi certaines personnes des fois à se transcender pour montrer sur le terrain que on peut être performant, mais mieux s'en passer. Les Suisses qui ont pu être peut-être aussi transcendés par cette affaire de supporters absents, parce que c'est vrai qu'ils avaient leurs supporters ont été interdits de déplacement, et on l'a vu après le match, ils sont allés fêter leur qualification devant un parcage vide
pour bien montrer quand même qu'ils étaient attachés à cette affaire-là. Eux, sans en faire des caisses, ils ont été très bons dans la communication, tout ça. J'ai trouvé que le club de Bâle avait été... ils ont contesté ces décisions, ils ont dénoncé les autorités françaises qui ne les avaient pas écoutées. Donc ils ont parlé, eux au moins. Et même sur leur petit compte Twitter, ils ont fait une petite vidéo ironique avant la rencontre, montrant les 1800 Niçois qui avaient pu faire la fête à Bâle, et eux qui n'ont pas le droit de venir à Nice, capitale du tourisme, beau soleil, belle mer, mais par contre t'as pas le droit de venir parce que t'es suisse et tu comprends, t'es dangereux. On a vu à quel point ils étaient dangereux à San Remo, la ville était à feu et à sang. C'était incroyable. Donc après, voir les autorités se féliciter d'être au stade, Christian Estrosia par exemple, il a passé une belle soirée sur le but du gym, il était content. Ridicule, minable. Les Français, ils sont pas capables de faire ce qu'ont fait les Serbes et les Moldaves. C'est quand même, faut quand même se remettre en question un peu. Moi, je sais pas, je suis préfet en France, quand je vois qu'en Serbie, en Moldavie, ils arrivent à faire des choses avec des petits moyens, je me poserai un peu des questions. Tu vois, donc là, un an des Gino. Voilà, mais non, mais ça, tout va bien. La finale de Ligue des Champions. On va pas comparer les supporters du foot et les ultras au public des JO. D'accord, ok, si tu veux. Mais on va parler football. La finale Ligue des Champions. On va continuer par le football. La finale des Champions, on ne retient aucune leçon. Madame la ministre des Sports est toujours aussi ravie de la France et de sa capitale du sport à Nice. C'est génial. On est content. Et au final, je trouve que tout ça est assez logique entre des Suisses qui, eux, déjà, l'esprit européen, ils l'ont un peu mieux. C'est leur deuxième demi-finale de l'histoire. C'était il y a 10 ans. Leur dernière, c'était il n'y a pas si longtemps. Et j'ai trouvé une vraie sérénité dans ce club de Bâle. Contrairement à l'OGC Nice, ça n'a rien arrangé à la sécurité, les autorités, parce que le club, ceux qui travaillent pour faire venir justement les supporters et déplacer les supporters de Nice, ils avaient bien travaillé. Ils avaient très bien bossé depuis très longtemps et eux-mêmes, ils étaient dégoûtés de s'être arrêté à 48 heures du match. Donc voilà, 48 heures du match, et encore, l'appel est intervenu à 10 heures du match. Voilà, environ. donc les bus, ils étaient à la frontière, tout ça. Donc bon, tout ça montre, petit pays, la France, et l'OGC Nice, sur pas mal de domaines, encore petit club. Donc au final, que tu n'ailles pas en demi-finale de la Coupe d'Europe, c'est logique. Aujourd'hui, le cynisme total dans cette affaire, c'est quand même Nice qui se revendique comme un club proche, entre guillemets, de ses supporters, proche du peuple niçois. On n'a vu à aucun moment, je sais pas, un petit communiqué quand même pour venir en soutien à des milliers de familles qui ont fait le déplacement entre Bâle et Nice et qui sont restés bloqués à la frontière italienne et française. C'est les commerçants de Vintimille qui sont et de San Remo qui sont gavés. Il y a quand même une hérésie aussi dans ce dossier. Tu penses que le club aurait dû avoir un petit mot je sais pas, on regrette la décision. Non, mais c'est la moindre des choses. Ouais. Et après, avant le match, le pire, c'est mais qu'on pourquoi a ils le font pas? Ils ont peur? Mais parce qu'ils sont tenus tous, parce qu'il y a Christian Estrosi avant le match qui prend sa belle photo, à côté de Jim Ratcliffe, Jean-Claude Blanc, Jean-Pierre River. Franchement, moi, au-delà de la défaite, de l'aspect sportif, je trouve ces séquences presque... C'est pour moi le plus détestable dans le football aujourd'hui, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'entre-gens, on est content, on se fait la photo de famille, tout va bien. Mais on est loin de la cause sportive. Et au final, ce qui est le plus horrible, c'est qu'on est plus dégoûtés, nous, en plateau là, les supporters. Oui. Eux, aujourd'hui, ils sont passés à autre chose. Cette affaire, c'est fini, en fait, on s'en fout. Le dernier petit point, moi, je trouve qu'on prend plus les gens pour des cons. Quand on dit, désolé, on n'a pas les forces publiques nécessaires, et on rajoute 8 bus de gendarmes à la frontière en Italie pour bloquer. Donc là, on les avait, les effectifs. Pour bloquer les supporters à la frontière, on les avait. Au stade, j'en ai vu des flics. Par contre, non, soi-disant, on ne les avait pas, les forces mobilisées. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Oui, pour être tout à fait complet sur ce dossier quand même, n'oublions pas, et on en a parlé hier, qu'il y a eu un fight entre supporters niçois et supporters bâlois. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire à la veille de la décision en appel du Conseil d'État. Pas la meilleure chose à faire, on n'en entend pas toujours parler, mais ça existe très fréquemment en Europe. C'est dans la culture ultra, mais le grand public ne connaît pas ça. Laisse-moi juste finir. La culture des fights. Ouais. Plutôt hooligan, là. Ouais, hooligan. Oui, c'est plutôt hooliganisme, parce qu'il n'y a pas de distinction de club. Mais moi, sur ce point-là, mon avis, c'est... Ils se mettent 14 sur 14 dans un coin sur la gueule et il y a des blessés, mais ils ont choisi d'être là. Mais c'est leur problème. Quand ils viennent après en ville perturber les gens dans leur vie quotidienne, là c'est tout autre chose. Et ce qu'a fait Cologne, c'est tout autre chose. Mais là, ça devient d'où ? D'un manque d'effectifs de police, d'un manque d'encadrement. Et donc, en France, quand on ne veut pas gérer 200, 300 supporters, il ne faut pas s'étonner que quand ils arrivent à 2-3 milliers, on est débordé. Mais pour finir sur ce débat, il faut se rappeler quand même qu'en septembre, il y avait 8000 Allemands et le club était bien content que ça leur fasse une petite recette billetterie. 6 mois après, on se gargarise qu'il n'y ait pas de Suisse. Et au club, on savait déjà, par exemple, si c'était Florence en demi-finale, ils savaient déjà que Florence allait interdire les Niçois.
en prévention du match retour. Donc bien joué, c'était une balle contre notre camp de Christian Estrosi et les autorités. Messieurs, on va parler du président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, qui a pris la parole juste avant cette rencontre. Vincent, en 2 mots, tu vas nous dire un petit peu le contexte de cette prise de parole du président River, puisque c'est toi qui l'as rencontré. Ouais, on s'est vu avec nos confrères de l'équipe autour de 19h avant le match. On n'a pas forcément bien compris le timing. Moi, ce que je me suis dit, c'est que si Nice passe, en fait, cette prise de parole aurait servi à pas grand-chose, voire à rien, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cette interview. Et malheureusement, c'est l'effet boomerang, parce que Nice n'est pas passé, et cette interview n'a servi à pas grand-chose. On a le mérite de poser quelques questions, mais on en a parlé en début d'émission. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le club, comme sur d'autres dossiers, notamment celui des déplacements des supporters balois, prenne position enfin et apporte peut-être un peu de soutien à certains de leurs membres, et en l'occurrence l'entraîneur principal qui est Didier Ligard, affecté par cette affaire, 2 des cadres du groupe qui sont Jean-Claire Todibo et Kefren Turam, mais au contraire, on n'a rien eu. Pourtant, et en fait, c'est ça que je trouve le plus, pas condamnable, mais le plus désolant, c'est que même sur cette affaire, Nice n'a fait que subir. Et voilà, je trouve ça désolant parce qu'il y avait tellement possibilité d'écrire une grande page de l'histoire, et au final, c'est du grand gâchis, tout simplement. Dans les colonnes de Nice Matin aujourd'hui et dans ton interview, j'ai relevé 5 pas de commentaires de la part de Jean-Pierre River aux très bonnes questions que tu as pu lui poser. C'est pour ça que l'on titre un peu une prise de parole pour ne rien dire, Philippe, parce que pourquoi dire pas de commentaires à chaque question et vouloir prendre la parole quand même? Parce que c'est pas vous qui le sollicitez, c'est lui qui vous sollicite. Ouais, je pense qu'il y a aussi la volonté de rectifier un petit peu quelques écrits. Mais comment tu interprètes ça, Philippe? Moi, j'ai pas compris le timing de cette prise de parole, parce que c'est vrai qu'on avait demandé à voir Jean-Pierre River en amont. Là, juste avant le match... 2 heures avant le coup d'envoi. Ouais, j'avoue que j'ai pas trop compris. Après, même quand il dit pas de commentaires, c'est quand même une réponse. Et ça interpelle encore plus, pratiquement. Je comprends qu'on dise qu'il n'y a pas grand-chose. Mais même le passage sur le PSG, c'est hallucinant, en fait. Alors, on va lire quelques passages, peut-être pas sur celui du PSG, mais je te redonnerai la parole par rapport à celui sur le Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même 2-3 éléments dans cette interview. Sur le mail, par exemple, envoyé par Julien Fournier et Dave Brightsword, il a été établi maintenant que de la véracité de l'envoi de ce mail, pas encore de son contenu, évidemment. Julien Fournier m'a dit un jour: je vais écrire un courrier à Ineos, c'est Jean-Pierre River qui parle. Il n'a pas souhaité m'en donner le contenu, ce que je respecte. Ce mail, je ne l'ai toujours pas vu. Je n'ai eu que les éléments rapportés par le journaliste Romain Molina. Point barre. On aurait pu mettre rideau également à la place de ce point barre. Will, quand Jean-Pierre River dit qu'il n'a pas lu le mail, est-ce qu'on est tenté de le croire? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé. Merci, t'as répondu pour moi, Filon, parce que je savais pas quoi dire, parce que je ne sais pas... Il est président de l'OGC Nice. Ah bon? Jean-Pierre River est président de l'OGC Nice. Désolé, j'ai rien contre lui, mais moi je vois plus un président depuis un petit moment. Moi déjà cet été, quand j'ai entendu que le départ de Julien Fournier provoquait un chaos au club, on savait plus comment diriger le mercato et que le président a refusé de diriger lui-même le mercato, je trouvais déjà que dans un rôle de président c'est moyen. Le silence depuis un bon petit moment c'était moyen, et pour parler pour rien dire au final, ça assume toujours pas. Je trouve que ça manque de courage, beaucoup de courage. Autre élément dans cette interview sur les réunions, les fameuses réunions entre Christophe Galtier et Julien Fournier, d'où seraient sortis les propos dans le mail de Julien Fournier et les propos prétendument discriminatoires et racistes de Christophe Galtier. On a effectué une saison complète avec un entraîneur, Christophe Galtier, et Julien Fournier. Ces 2 personnes se voyaient tous les jours ou presque. Je venais de temps en temps, je ne peux pas vous dire le nombre exact de réunions où j'étais présent. En gros, il dit qu'il ne sait rien, qu'il n'a rien entendu, qu'il n'a rien vu. C'est un peu ça qu'on comprend. Il va pas dire qu'il était au courant de tout. Hein. Mais pourquoi? Et parce qu'il peut pas dire que quand le PSG a appelé, alors qu'il était au courant de tout, pour prendre des renseignements via une personne qui est aujourd'hui plus ou moins dans l'entourage d'Ineos, il a pas dit ah oui j'ai eu vent de tous ces problèmes et il est où Christophe Galtier aujourd'hui dans un club qui appartient. Mais ça c'est du business. De toute façon c'est du business. Ouais. Alors, tu vois, quand tu vends ta maison, faut assumer complètement et dire qu'en fait, il n'y a plus aucune morale, et nous aussi, parce qu'on joue un peu les moralisateurs, on s'en fout complètement de la morale en fait. Il peut l'assumer et le dire en fait. Puis moi si tu trouvais ça, pardon, vas-y. Naïvement, je lis toute l'interview et je crois tout ce qu'il dit.
Franchement, je me pose des questions sur son rôle de président, en fait. Il n'est pas au courant de ci, il n'est pas au courant de ça, il n'a pas assisté à beaucoup de réunions. Mais en fait, il sert à quoi, en fait, alors, au club? Donc, ou il ment, ouvertement, ou, si c'est vrai, ça m'interroge sur son rôle au club. Et il y a un autre aussi, qui est lui le destinataire de ce mail. Dave Braceford. C'est Dave Braceford, qui est le bras droit de Jimmy Ratcliffe, et qu'on n'entend jamais. Il a fait un audit l'été dernier de plus de 3 mois, qui était censé porter le nouveau projet Ineos Renouveau 3, c'est parti. On en est où aujourd'hui? Il faut quand même remémorer que c'est bien eux qui ont mis Lucien Favre en place, qui ont fait ce mercato d'été catastrophique, et si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause d'eux. Pour terminer peut-être avec les déclarations de Jean-Pierre River dans Nice Matin, sur le côté, voilà, je n'ai pas de commentaires à faire sur cette affaire-là. À propos des échanges houleux entre Galtier et Fournier, j'ai réservé mes réponses dans le cadre de l'enquête. Je me répète, je souhaite que tout le club puisse le faire avec la même liberté que la mienne lors de mon audition. En gros, il justifie le fait qu'il ne dise rien quasiment dans cette interview par le fait qu'il a déjà tout dit aux enquêteurs. Alors, je repose une autre question. Est-ce que cette interview où il n'y a rien n'aurait pas pu avoir lieu il y a déjà 4 ou 5 jours avant pour essayer déjà un peu de casser cette bulle de Parce silence? qu'il n'a pas la main. Et comme Ineos ne gère rien non plus. D'accord, c'est bien ce que je pensais aussi. Donc c'est toujours Ineos en fait le coupable. Donc se réfugier derrière l'enquête, c'est un peu facile aussi maintenant, Philippe, parce qu'on a envoyé saucisse sur saucisse, Galtier qui est accusé de propos assez graves, et maintenant on se réfugie derrière l'enquête pour que plus personne ne parle. Entre le communiqué d'Ineos qui a été écrit sur un timbre-poste et la position du président, on a bien compris que voilà, ils sont derrière des paravents maintenant. Mais quand même, Galtier, il a eu quand même des soutiens, ce qui est tout à fait normal dans son entourage. On a quand même ratissé très large. Je me mets à la place, franchement, des principaux concernés. Je vous pose la question. Comment, si vous êtes à la place des Digard, des Todibo, Thuram, Boudaoui, vous percevez cette interview? Et déjà, à la base, ce manque de soutien. Petit pas club. la réponse. Petit club. C'est bien ce Pas que je la dis. T'as pas la réponse? Je suis pas à leur place. Tu ne défends personne, tu ne défends pas ton camp. Après, moi, que Jean-Pierre River ne livre pas tout ce qu'il sait, tout ça aux médias, qu'il le réserve pour la justice, ça, c'est très bien. Oui, mais qui viennent pas parler... Mais qui viennent pas parler, et qui ne viennent pas surtout, comme l'a très bien dit Vincent, un petit mot pour ses collaborateurs. Ce sont encore ses salariés, ce sont encore ses joueurs. C'est juste ton entraîneur principal C'est son entraîneur. un moment clé de l'histoire du club. Quand il dit ces personnes ne sont plus au club les concernés, c'est pas vrai. Le communiqué en plus est faux. Parce que si on parle de Julien Fournier et Christophe Galtier qui s'opposent, mais au milieu il y a des victimes et qui sont toujours au club. Et qui en souffrent toujours. Des présumées victimes. Elles sont victimes, elles se déclarent victimes. Elles sont présumées victimes pour les yeux de l'extérieur, mais elles sont victimes. Après, on va pas reprocher à Jean-Pierre River de ne pas avoir parlé. On le traque depuis des jours pour qu'il parle. Bon, il a parlé, et voilà. Après, il a dit ce qu'il avait à dire, en tous les cas. C'est ce qu'il y a dans le papier qui est dérangeant, mais on ne peut pas reprocher au président d'avoir parlé. On va parler un petit peu du bilan d'Ineos depuis l'arrivée de Jim Ratcliffe à la tête de ce club en 2019. On va te poser une question simple, Laurent, parce que Philippe, il comprend toujours pas. C'est quoi le projet Ineos? Est-ce que tu l'as compris, toi, à l'OGC Nice? Le projet Ineos, c'est de faire de l'OGC Nice un club qui joue la Ligue des Champions. C'était les premiers mots à l'arrivée de Jim Ratcliffe. Et pour l'instant, ça prend du temps et ça a du mal à prendre, on va dire. Mais je crois que il y a des clubs aussi qui ont eu du mal comme ça. Manchester City, combien de temps il a fallu pour se mettre en place? Et moi, j'ai envie de rester confiant. Voilà. Après, ça va être aussi dépendant un peu du choix qu'ils vont faire sur les mercatos à venir et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. C'est vrai qu'il y a toujours une attente par rapport au mercato. Moi, j'ai le souvenir que la première année de Lucien Favre à la tête de l'OGC Nice, au dernier mercato, il y avait eu Dante, Balotelli et Belhanda qui étaient arrivés juste à la fin, comme ça, du mercato. Ça avait créé une émulation, ça avait amené une certaine dynamique et la saison la plus aboutie sur les dernières années, c'est celle-là, où le club finit 3e avec 77 points. 77 points qui est quand même un record. Donc je pense que là maintenant, s'ils veulent montrer vraiment la phase
2, 3, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui doit se tourner vers une équipe ambitieuse et qui prétend à se positionner dans les 3 premiers au championnat, ça va être au niveau du mercato à venir. Mercato, et surtout ça dépendra aussi du rachat de ou pas de Manchester United. Parce que si Ineos rachète United... Tu penses qu'ils Non, ça va pas être la catastrophe. Mais ils auront Nice de côté, quoi. Et entre Manchester United et Nice, il y a match pour toi? Non, mais tu vois ce que je veux dire. Bah oui, il y a match pour moi, mais c'est parce non, que mais je suis c'est pas le cœur qui objectif. parle. Non, mais tu vas vivoter, entre guillemets, tu vas pas pouvoir vraiment aller à la bagarre pour aller très haut. Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Laurent. C'est très juste. Ce mercato, Balotelli, Dante, Belhanda, c'était très bien, très bonne saison. C'était pas sous Ineos. Depuis qu'Ineos est là. C'est la question que je voulais te poser, William. Est-ce que tu as On nous dit que le club avance, à juste titre peut-être. Qui les dirigeants, en tous les cas, on nous dit qu'il avance, il le structure. Oui, Jean-Pierre River, beaucoup nous l'a dit. Il y a une structure avec l'arrivée de Florent Ghisolfine, c'est une performance, un directeur général Fabrice Boquet. Est-ce que le club avance ou est-ce que le club régresse? Dans les propos de Jean-Pierre River, le club avance, oui. Dans la réalité, non. Parce que Jim, il est toujours aussi absent. Jim, il pense toujours autant à l'Angleterre avant tout. Ineos communique toujours aussi n'importe comment. C'est fantastique. En ce moment, ils sont obnubilés par Manchester United. Alors, Nice, c'est Lausanne. Voilà, une Lausanne qui végète maintenant en DD Suisse, que Ineos s'en fout au Royal. Aujourd'hui, l'OGC Nice est en train de prendre le même chemin. On s'en fiche complet. Et puis, si à Manchester United, encore pire. Et d'ailleurs, tu as un petit indiscret, Philippe, à nous donner par rapport au comportement d'Ineos et de Jim Ratcliffe hier soir au stade. Non, l'indiscret, c'est juste que Jim Ratcliffe est parti pendant la prolongation. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la fin de match. La fin de match, ça pouvait encore tourner, puisque Nice aurait pu égaliser, il aurait pu avoir les tirs au but. Je ne sais pas, un patron de club, à moins qu'il ait mis la radio dans la voiture, c'est quand même décevant de ne pas aller au bout, de ne pas savoir comment ça tourne, de ne pas aller voir éventuellement, de ne pas aller dans le vestiaire, avoir un discours mobilisateur ou pas, ou destructeur, mais une présence. Et il serait revenu s'il y avait eu Khalif au tir au but. Non, mais en fait, pour dire, mais pour Jim avoir le champagne dans les Ratcliffe, je vestiaires. pense qu'on ne mesure pas, nous, en fait, on est des gens, par rapport à lui, vraiment, on est déconnectés de ses réalités à lui, qui ne sont absolument pas celles d'un club comme l'OGC Nice. Jim Ratcliffe, en gros, il vient là pour... il a des attaches à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il se fait plaisir un tout petit peu avec l'OGC Nice. Mais ça ne fait absolument pas partie de ses priorités de vie. Ça, c'est la réalité. Et autour de lui, il y a certes plein de courtisans que lorsqu'il arrive au stade, il faut lui faire plaisir. Et hier, ils étaient tous là, on fait la photo avec... on l'a dit. C'est bon. Avec Jim. Non, mais voilà, mais c'est la réalité de l'OGC Nice aujourd'hui. Bon, radotons pas non plus. Comment? Ne radotons pas non plus. Non, mais c'est celle-ci la réalité. C'est qu'il y a des courtisans autour de Jim Ratcliffe et on veut lui faire plaisir et on s'en fout bien pas mal de l'aspect sportif qui est pour moi la base d'un club de foot. Moi, ce qui me dérange chez Ineos, c'est que quand ils sont arrivés à Nice, ils ont dit on va faire de Nice un grand club. Ils se foutent du passé niçois. Pour Ineos, Nice, c'est un confetti. Ça n'existe pas. C'était un... Mais le Qatar avait fait pareil avec le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il n'y a pas un grand. Il n'y a pas un grand club et il y a une petite histoire. Alors que Nice, avant Ineos, l'OGC Nice, c'est pas un énorme club, c'est un grand club. Mais il y a des titres. Qui a une grande histoire. Si on fait le 11 de l'histoire de l'OGC Nice, il n'y a pas un joueur d'aujourd'hui qui est dans le 11 de. Même Dante, il y sera peut-être pas. Peut-être. Avec Pancho derrière. Pour moi, non. Pancho Katalinski, c'est supérieur à Dante. Donc il faut que Ineos, ils sont arrivés, ils ont fait on a refait le centre d'entraînement, bientôt ils vont nous changer les couleurs, tout ça, mais on a existé avant Ineos. Une défense à 3 avec Pancho, Dante et Katalinski, tu prends ou pas? Non, je la vois pas comme ça, l'équipe. Baratelli dans le but? Baratelli, évidemment. Qui? Lloris. Qui d'autre? Schmeichel. Messieurs, on passe au pour-contre. On a décidé de se poser la question à la vue de tout ce que l'on vient de dire pour le moment. Et même si la saison n'est pas encore terminée, est-ce que c'est une saison catastrophique pour l'OGC Nice? Will, je te donne la parole. Oui, mais en préambule, je vais commencer parce qu'aujourd'hui, je sens que beaucoup de Niçois
sont en colère contre Didier Digard, notamment, ses choix, c'est ci, c'est ça. Moi, je vais commencer à dire oui, c'est une saison catastrophique, mais je remercie Didier Digard et son staff d'avoir redonné un semblant d'élan à cette équipe qui était des morts-vivants en janvier. Moi, je ne veux pas oublier que cette équipe, elle a gagné à Lens, elle a gagné à Monaco, elle a gagné à Marseille, elle a redonné espoir à l'Europe via le championnat. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale de Coupe d'Europe 63 ans après. Bon, maintenant qu'on a dit ça, catastrophique. Pourquoi ? Parce que je vois pas l'avenir pour l'OGC Nice. Entre cet été, quand l'Ineos a fait n'importe quoi, au final, on s'est retrouvé avec des Joe Bryan qui hier est sur le banc pour faire plaisir parce que sinon il rentrera plus. Sorensen qui est rentré au pays. Rare Chilier qui est un fantôme prêté en Israël. C'est un carnage. Machiavici, qui, même s'il n'était pas dispo, il n'aurait pas joué. Voilà, le mercato d'Ineos. Pépé qui est une farce, mais bon, là, à la limite, Pépé, on aurait pu croire que c'était un bon choix. Mais bon, Ramsey, au final, on croyait que c'était un mauvais choix, c'était plutôt bon. C'est plutôt un bon choix. Barclay, qui n'est même pas sélectionné dans la liste, qui est venu pourquoi ? Pour jouer les matchs de championnat. Merci Ineos, merci Dave Braceford, qui a discuté avec Christophe Galtier après la Coupe de France, qui a donné totalement raison à Christophe Galtier, qui a décidé de faire partir Julien Fournier. Très bon choix, magnifique. On a vu où est l'OGC Nice aujourd'hui. Pour finir, l'OGC Nice, pour vraiment espérer construire pour l'avenir, il fallait garder à tout prix Kefren Turam et JC Todibo, qui sont tes deux meilleurs joueurs. Aujourd'hui, bon courage à Florent Ghisolfi pour convaincre JC Todibo et Kefren Turam de rester à l'OGC Nice. Avant de te donner la parole, Vincent, on va encore dire que tu défends Julien Fournier. Oui, je sens arriver de là. Non, mais il a fait des erreurs, Julien Fournier. Il en a fait des erreurs, mais au moins le club il était tenu. Là, aujourd'hui... Vincent. Oh là, pour ou contre une saison catastrophique. La marée, là. Je sais même pas. En plus, c'est dur de défendre un peu l'indéfendable parce que, à part si tu gagnes les 7 derniers matchs, la saison, ça va pas être une grande réussite. Hein. Il y a certes ce quart de finale de Coupe d'Europe, mais de la manière dont ça se termine, on peut difficilement dire que c'est pas catastrophique. Non, ce que je peux dire, c'est que au mercato d'hiver, Nice a préparé la saison prochaine en prenant quand même Terem Moffi pour 30 millions d'euros, en prenant un milieu de terrain qui est capable de jouer derrière pour plus de 10 millions d'euros. Donc et qui d'ailleurs joue beaucoup derrière. Youssouf N'Aïchimi, voilà, c'est quand même une enveloppe de plus de 40 millions, donc ce qui sous-entend qu'on peut quand même espérer qu'il y ait de gros moyens lors du prochain mercato, et j'espère que Ineos laissera tranquille Florent Ghisolfi, qui aura lui la possibilité de faire son premier mercato d'été, une saison complète, qui lui espérait fort justement continuer avec ce staff-là, qui, comme l'a dit William, a quand même eu la capacité de donner un petit peu de sens à cette saison. Et aujourd'hui, voilà, en fait, ce qui me dérange, c'est que ce match-là, en fait, il se soit présenté comme une espèce de coup près. En gros, Nice s'est éliminé. C'était qui tout double ? La saison est finie, tout est fini, En fait, Nice a quand même de belles perspectives, je pense. Le club n'est pas rétrogradé en Ligue 2. Ça, c'est une vraie catastrophe parce que ça a un impact sur la ville, sur les salariés. Donc c'est pour ça que je me dis que tu as encore la possibilité, via Florent Ghisolfi, qui est un homme du terrain, qui connaît parfaitement le foot, qui aime ça, de recréer une dynamique avec un staff aussi à son image. Je ne sais pas ce qu'il fera, je sais que dans son esprit, il aurait bien aimé continuer avec celui-ci. Ce sera à lui de décider, mais il faut faire confiance à cet homme-là pour la suite, et vraiment par contre que les gens autour se mettent vraiment à l'écart du sportif et qu'ils donnent juste un peu de force aux sportifs et au staff. Parce que en fait, Florent Ghisolfi, l'équipe première, et Laurent pourra le confirmer, ont besoin dans des moments comme ça charnières de soutien. Et où je rejoins Will, c'est qu'à l'époque, tout n'a pas été bien fait, mais il y avait une ligne directrice. Et ça, c'est pour moi capital pour un club. Laurent, catastrophique, on est peut-être un peu fort dans le mot, raté en tous les cas, ça c'est sûr. Non, c'est ce que j'allais dire, catastrophique, c'est un peu fort. Et je suis d'accord avec Vincent et William. On est sous coup d'émotion, tu comprends. Non, mais je suis d'accord avec les deux, et je vais m'expliquer, notamment sur William, quand il disait que Julien Fournier tenait le club. Et c'est vrai, parce que moi je l'ai vécu, j'étais au club quand il était là. Julien, il avait cette capacité à manager le club, à prendre des décisions, parfois difficiles, mais il les prenait. Mais j'ai envie d'être optimiste pour l'avenir parce que je connais aussi très bien Fabrice Boquet, qui est quelqu'un de grande valeur, qui est vraiment un très bon dirigeant. Alors il est peut-être moins expressif et peut-être il s'exprime un peu moins, mais c'est vraiment quelqu'un de très sérieux, et dans le temps, je suis persuadé que cette personne-là va réussir. Et sur ce qu'a dit Vincent, le recrutement récent des deux joueurs Moffi et Nenchi Lié, j'ai du mal à dire son nom, montre
et donne de l'espoir pour le futur mercato, à condition, et là je vais militer pour Didier et son staff, parce que ce qu'ils ont fait depuis janvier, c'est quand même porteur d'espoir dans le contenu, parce que hier, je le répète encore une fois, y compris sur les 10 derniers matchs où tu n'as pas de victoire, où tu as des nuls, des 3 défaites. Il y a eu une première partie où il y a eu beaucoup de victoires, et après, il y a eu une période où il y a eu des matchs nuls. Et les matchs nuls, peut-être, ils sont arrivés aussi parce que les joueurs, sur cette dynamique de ne plus perdre, ont voulu peut-être conserver un acquis plutôt que d'aller chercher encore, être conquérant, à chercher des points. Et puis, il y a aussi la Coupe d'Europe qui s'est greffée à ça. Et du coup, peut-être on veut pas se blesser parce qu'on veut jouer le match de la Coupe d'Europe. Et donc, du coup, l'équipe a été un peu moins performante sur la dynamique de la victoire. Mais elle a quand même été invaincue, mis à part la défaite contre Paris Saint-Germain et le dernier match hier. Et donc, je souhaite quand même, moi je le dis parce que Didier, c'est quelqu'un qui est issu du club, qui a joué au club, il a eu l'équipe réserve, on lui a donné sa chance, il l'a assumé, c'est quelqu'un qui a un discours honnête, transparent, il se cache pas. Quand il réussit, il va pas se mettre en valeur plus que ça, et quand il fait aussi des erreurs, parce que ça arrive à tout le monde, il se faufile pas. Donc je crois que c'est important que dans ce club, il y ait une stabilité qui s'installe avec ce staff et qu'on lui donne les moyens. Parce que avec les moyens qu'il a eus, là, il a montré qu'il avait des capacités à faire bien jouer cette équipe. Philippe, pour la synthèse de ce pour-contre. Saison catastrophique. Ouais. Après, moi, j'ai bien peur que le match d'hier ait scellé l'avenir de Digard. On aura évidemment le débat encore. Franchement, je le crains parce que c'est pas du tout ce que je souhaite. Mais c'est très niçois, quoi. C'est vrai que, comme disait Vincent, c'est le coup près qui est tombé sur un match. Mais William a raison, la saison, elle est dégueulasse, quoi. Après, il faudra voir ce que veut faire Florent Ghisolfi, parce que même pour Florent Ghisolfi, lui, s'il veut asseoir un petit peu son entre guillemets, son pouvoir au sein du club, changer de coach, il faudra trouver le bon coach aussi. Aujourd'hui, avec Digard, il avait trouvé quand même une sorte de vraie connexion. Laurent parlait aussi de Fabrice Bocquet. Lui aussi, il va devoir trouver sa place au sein de ce club où il y a tellement de têtes pensantes qui font tout et rien à la fois. Donc, il y a des axes aussi, des vrais équilibres à trouver au sein de ce club-là. Bon, avant d'aborder l'avenir, on va s'intéresser un petit peu plus à toi, Laurent, et à ton parcours un peu plus léger, jusqu'ici. Et ça va nous donner une petite respiration, évidemment. Donc, je le disais, entraîneur adjoint d'Hervé Renard depuis peu, avec cette équipe de France de foot féminine. Évidemment, il y avait l'Arabie Saoudite avant. Et on va en parler, évidemment, de l'Arabie Saoudite et de ce fameux match face à l'Argentine. Tu vas tout nous raconter. Mais voilà, quand même, malgré tout, c'est le début d'une belle histoire qui commence. Oui, c'est un nouveau projet complètement différent, mais avec la perspective d'une Coupe du Monde et des Jeux Olympiques dans notre pays. Donc quand Hervé m'a présenté le projet, je lui ai dit que je le suivais, s'il voulait bien de moi, encore sur ce projet-là, et on est vraiment content. Oui. Ouais, parce que ça fait longtemps maintenant que tu suis Hervé Renard, en particulier avec cette équipe de l'Arabie Saoudite. Oui, depuis 2019, quand j'ai quitté le club au mois d'août 2019. On a fait 44 mois en Arabie Saoudite avec au final cette Coupe du Monde. On aurait pu continuer puisqu'on avait un contrat qui courait jusqu'en 2027. Et quand s'est présenté ce projet avec le football féminin, l'équipe de France quand même, malgré tout, Hervé n'a pas hésité une seule seconde. Alors on va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé avant, après dans cette équipe, évidemment. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sens ce groupe rassuré par l'arrivée d'Hervé Renard à sa tête? Au début, il y avait un petit peu de crispation, parce que c'est vrai qu'Hervé il a beaucoup de charisme et puis il a une voix qui porte. Donc c'est vrai que dans les meetings, elles étaient un peu surprises, mais très vite, elles se sont mises au diapason. Elles ont montré beaucoup de professionnalisme. J'ai été vraiment surpris de ne pas avoir à perdre d'énergie avec des petits détails, que ce soit les retards, les crampons vissés, le travail en salle. Avant les entraînements, elles sont toutes présentes, elles ont un comportement irréprochable et puis elles sont demandeuses de conseils, elles s'intéressent à la tactique. C'est complètement différent. En fait, c'est un autre métier quasiment. C'est la première fois que tu travailles avec des filles? Ouais. Et lui, il est le même avec dans son comportement, les garçons. Pareil. En fait, on s'est dit. On va pas faire de différence. Voilà, on va avec notre philosophie, avec notre façon de faire, avec nos méthodes.
et on va l'appliquer avec les filles. Et il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal. On voit, par exemple, Delphine Cascarino, elle a été flashée à plus de 30 km/h. Donc, je disais à Hervé, mais nous, on a des joueurs saoudiens, hein, ils y arrivaient tout juste à 30 km/h. Donc, quelque part, on se dit qu'on a une marge de progression sur le football féminin en termes de vitesse et d'intensité. Et si on a un rôle à jouer là-dedans, on va le faire. Avec une pression quand même assez forte malgré tout, parce que tu as parlé de ces objectifs, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques derrière en France. La Coupe du Monde, l'objectif, on l'a donné, hein, c'est le dernier carré. Donc ça met une sacrée pression quand même. Ah, il y a une grosse attente. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse attente par rapport à ça, mais Hervé, c'est un homme de challenge et il n'a pas peur de cette pression qui va arriver progressivement au fur et à mesure de la Coupe du Monde. Au contraire, c'est quelque chose qui nous motive. Est-ce que tu peux, juste pour nous resituer, parce qu'il y en a qui ne suivent pas le football féminin, toi, un peu, notamment moi, quelle est un peu la hiérarchie mondiale aujourd'hui dans le football? Où se classe la France? Est-ce qu'elle est loin des top équipes comme je pense toujours les États-Unis, d'autres? Mais voilà. En fait, c'est justement ça aussi qui a encouragé Hervé à venir, parce que le classement de la France, c'est 5e au FIFA Ranking. Donc il y a les États-Unis, la Suède, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, il y a le Canada, voilà, et le Brésil aussi, qui est dans notre groupe, qui sera vraiment un tournant dans notre parcours, puisqu'on les joue le deuxième match, qui est une très très bonne équipe. Donc si on compare par rapport aux hommes et le FIFA Ranking des hommes par rapport aux grosses équipes, on se dit, cette équipe-là, elle a de la valeur, elle a un potentiel, elle peut y arriver. Voilà, donc à nous de trouver les clés pour leur permettre de passer un peu ce cap, ce complexe, de dire pour l'instant elles n'ont rien gagné. Et donc tant qu'on n'a pas gagné au moins une fois un trophée, on est toujours là à gamberger et à douter. Donc on essaye de libérer les esprits et de faire en sorte que cette équipe devienne conquérante et s'impose sur le terrain. Et pour en terminer peut-être, les affaires extra-sportives, elles ont été mises de côté. Là, réellement, tu sens que les filles qui sont là, elles ont envie de se battre pour le maillot. Wendy Renard avait annoncé qu'elle voulait quitter la sélection. Elle est revenue du coup avec Hervé. Est-ce que tu sens toutes ces joueuses-là concentrées vers ce même objectif maintenant? Complètement. Elles sont arrivées. Déjà dès la première réunion, Hervé a défini qui allait être capitaine et vice-capitaine. On leur a dit c'est une page blanche. Hein. Voilà, on ne parlera pas du passé, on avance. Et je crois qu'elles ont fait de même et elles se sont mis tout de suite au travail. C'était comment la première Marseillaise? J'ai eu un petit trémolo à un moment donné quand je l'ai chanté au milieu. Et puis après la deuxième, j'étais plus rodé, donc ça allait mieux. Mais c'est vrai que ça procure de l'émotion. Tu chantais pas l'hymne saoudien? Tu l'avais pas appris? Si, je l'avais appris. Je l'ai chanté 1 ou 2 fois au départ. Et puis après, je le chantais dans ma tête. Mais c'est vrai que la Marseillaise, c'est autre chose. Juste pour finir, cette victoire contre l'Argentine, c'est le moment le plus fort de ta carrière jusque-là? Ouais. En Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite. Avec Léa, oui, avec parce que avec Léa, oui, c'est vrai que c'était un moment exceptionnel. Le stade était plein, c'est le stade où il y a eu la finale. En plus, le scénario du match, on est mené 1-0 à la mi-temps et puis en l'espace de 4 minutes, on renverse le match. Et comme quoi, hein, les Argentins hier, ils ont vécu un peu ce que les Niçois ont vécu hier, comme si le ciel tombait sur la tête. Et c'est vrai que c'était un grand moment. Ouais. Toi au moins, t'as battu l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Ça, il faut le souligner quand même, parce que nous, l'équipe de France... La prime, elle était costaude? Non, il y avait des primes à mon avis, mais la preuve que c'est pas toujours l'argent qui anime nos décisions. Hervé a montré récemment qu'il allait sur un projet sportif plutôt que financier. Bon, en tous les cas, on te souhaite bonne chance avec cette équipe de foot féminine, cette équipe de France, et pour la Coupe du Monde qui va arriver. C'est bientôt, hein, c'est en juillet. En juillet, ouais, dans 3 mois maintenant. Donc, ça va arriver vite. Loin, hein. Et après la Coupe du Monde, il y aura les JO 2024 du côté de la France. On se replonge un petit peu dans l'OGC Nice et le prochain match à venir, Nice-Clermont. Et maintenant, à huis clos. Alors non, pas à huis clos. Pourquoi? Parce que c'est la partie basse de la BSN. Je pensais que personne. Ah d'accord, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Personne ne va y aller, c'est ça que tu penses aujourd'hui? En tout cas, je trouve que ceux qui vont y aller, c'est des courageux. Respect. Hein. C'est pas ça le courage. Non, ils vont pas à la mine, oui, c'est clair. Mais
Pas rêver ce match. Mais j'ai lu quelque chose, des petites choses sur les réseaux, boycott de ce Nice-Clermont, le speaker du stade Fabrice Moreau qui se fait siffler hier, juste après la fin du match, quand il annonce le match de dimanche 15h, le pauvre il était pour rien, mais il a pris un peu de 3 sifflets. Voilà, et maintenant, Will, qu'est-ce qu'on va faire de cette fin de saison ? Maintenant, un peu d'ego, un peu de fierté, finir la saison et préparer la prochaine. On va voir le classement en même temps que tu parles. Oui, il y a des jeunes aussi qui vont pouvoir un peu plus se montrer dans des matchs sans enjeu désormais, et c'est d'ailleurs ce que j'aimerais voir surtout. C'est les jeunes avoir du temps de jeu, progresser en attendant la saison prochaine et d'autres ambitions, parce que c'est vrai que là cette année ça va être encéphalogramme plat. Boulka, pas Boulka. On va en parler dans la compo probable tout à l'heure, peut-être. On va juste écouter peut-être Didier Digard, lui, ce qu'il en pense de cette fin de saison. Hier soir à Chaux, c'était compliqué pour lui de réagir par rapport à ça, mais une nouvelle fois, le coach niçois a fait le job, et maintenant. Ce que les supporters attendent de nous, ce qui est l'esprit niçois, c'est de rien lâcher jusqu'à la fin. Donc, on va se remobiliser, on va être des compétiteurs, parce que c'est ce qu'on doit être. On va finir du mieux possible. Et malgré tout, le foot, ça va très vite et il y a une saison à finir, mais on peut aussi dire qu'il y a une autre saison à préparer. Donc plus les joueurs prendront un temps d'avance sur les attentes du très haut niveau, rapidement, plus ils seront en avance pour la saison prochaine. Voilà donc Didier Digard, oui, on passe à la compo probable de ce Nice-Clermont. Tu t'es un petit peu amusé, en tous les cas, c'est la compo que tu aimerais voir, c'est ça ? C'est la compo que, oui, j'aimerais voir pour cette fin de saison sans enjeu. Alors, il n'y a pas de Joe Bryan ? Commencer par Boulka dans les buts, pourquoi ? Parce que Boulka, encore une fois, malheureusement, c'est une saison blanche pour sa progression. Bon, il y a eu cette blessure à l'épaule, évidemment, mais quand même, le fait qu'il n'ait pas pu jouer vraiment avec l'équipe première, alors que l'année dernière, il a fait un super parcours en coupe, ça a manqué un peu de continuité dans sa progression. Donc j'aimerais le voir finir la saison. Antoine Mendy à droite, parce qu'en ce moment, en attendant le retour de Lotomba et Youssef Attal, qui sont en reprise, donc... ça devrait plus tarder, mais pour plus grand chose. Voilà, pour plus grand chose, mais au moins ils reviendront. Todibo Dante, parce que c'est difficile de faire autre chose aussi. À gauche, Amraoui, parce que Melvin, je l'ai vu répéter toujours les mêmes erreurs, et tant qu'à faire, remettre un jeune. Au milieu de terrain, Rosario pour la sentinelle, parce que Boudaoui, il n'arrivera plus beaucoup à jouer de matchs d'ici la fin de saison, je pense. Belayan, parce que tu nous l'avais dit dans une précédente émission, mais parce que son dos, il est assez fragile du dos. Il est fragile du dos, c'est un gros problème et il faut une grosse gestion, ça demande une grosse gestion. Le cas Boudaoui, donc dans des matchs sans enjeu, je pense qu'il ne faudra pas forcer dessus. Belayan, parce qu'il a été très bon à Brest et encore un jeune du club qu'il faut encourager à progresser. Avec Thuram et devant Laborde, Mofi, Barclay, même si j'ai pensé aussi au petit Buonanni. Qui pourrait aussi rentrer ou qui pourrait jouer à la place de Barclay avec un Laborde à gauche. Pas mal de jeunes dans cette équipe, encore une fois très probable ou très improbable de la part de Will, on n'en sait rien. Laurent, mais quand tu vois que Didier Digard, ancien coach de la réserve comme toi tu l'as été, fait beaucoup confiance aux jeunes joueurs, alors parfois par nécessité, parce qu'il y a des blessés aussi dans cette équipe, mais parce que aussi certains sont bons, ça met en avant la formation niçoise. C'est bien, oui, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait à la formation niçoise avec Manu Pires, qui est maintenant le directeur de ce centre. Et c'est un club qui se veut formateur, donc c'est bien de lancer les jeunes. C'est ce que tu essayais aussi à ton époque de faire également. Ce que tous les formateurs se doivent de faire dans tous les clubs, ce qu'on a fait à l'OGC Nice. Je me souviens quand je suis arrivé au club, c'était Claude Puel qui était l'entraîneur, qui faisait un travail remarquable avec les jeunes aussi. Donc c'est dans la continuité. Je trouve que c'est possible aujourd'hui qu'un club formateur puisse sortir des bons jeunes et allier des joueurs de grande envergure avec des jeunes joueurs prometteurs. Donc c'est bien qu'ils le fassent et j'espère et je souhaite que le club finisse bien la saison, parce qu'on a coutume de dire que si on finit bien la saison, on démarre la saison qui suit de la meilleure des manières. Ouais, c'est ce que disait Didier Digard tout à l'heure dans l'interview qu'on a entendu de lui. Effectivement, on passe au Souviens-toi. C'est pas le plus joyeux des Souviens-toi qu'on va se faire. Là, on va se faire le fiasco des matchs de l'OGC Nice avec un petit tableau auparavant. C'est mon top 5 à moi.
avec quelques copains, on en a parlé ce matin. Les 5 fiascos, le top 5 des fiascos de l'histoire de l'OGC Nice. Alors OGC Nice Limassol, évidemment, il y a une victoire, mais c'était une non-qualification, une élimination en tour préliminaire de Coupe d'Europe. OGC Nice Bâle, c'est hier soir, évidemment. OGC Nice Nantes, c'est la finale de la Coupe de France. Nancy Nice, c'est cette finale de 1978, même si on aurait pu mettre également la finale de la Coupe de la Ligue, perdue 2-1 par les Aiglons, donc on va dire les deux Nancy. Et puis OGC Nice Vannes, c'était cette défaite en demi-finale de Coupe de la Ligue à la maison. Ce qui est marrant, en fait, c'est pas marrant du tout. Vous allez choisir chacun le vôtre après. C'est qu'en fait, quand tu vois tous ces matchs-là, ça découle souvent sur une révolution par la suite. Vannes, je crois qu'Anthony Thierry-Cor, ça s'arrête avec après Maurice Cohen. Nice, c'est la fin un peu des Magnifiques. Nantes-Nice, la finale de la Coupe de France, c'est la guerre Fournier-Galtier. Donc c'est jamais bon signe, les fiascos du gym. Oui, tu vas commencer, toi, dans ces 5-là, ton pire fiasco. Là, le pire, c'est Vannes pour moi. C'est Vannes. Ouais, parce Sous la pluie. Sous la pluie. Au Stade du Rail. Demi-finale, tu te disais, t'as chopé le gros lot au tirage. T'étais un pensionnaire de Ligue 2 Vannes à l'époque. Ouais, la finale te tend les bras, et puis un déluge, un match catastrophique. Franchement, celui-là, il me reste vraiment en travers de la gorge. Le retour à la maison, il était compliqué là. Ouais. Donc pour toi, c'est Nice Vannes. Ouais. Vincent, à toi. Moi, hier. Ouais. Je pensais pas que ce soit possible qu'un match me fasse autant de peine. Non, mais plus que de la peine, ce matin, il sonnait, quoi, choqué, ce matin, quoi. je me suis réveillé, j'avais les glandes. J'étais triste, c'était bizarre comme sentiment. Je pensais pas encore que ça puisse vraiment me toucher autant, le foot. Et c'est pour ça que voilà, on a eu pas mal de coups de gueule aujourd'hui. C'est parce que tu voulais voir Florence. Ouais, t'étais jamais allé à Florence, c'est pour ça. Ah bah voilà. Non, je sais pas. Faut mieux aller avec sa femme à Florence. Parce que non, vraiment attristé par le déroulé. Dante qui a certainement joué le dernier match de sa carrière en Coupe d'Europe. Et puis en fait voilà, on en a tellement parlé dans l'émission, à parvenir, mais tout ce que ça représentait aussi derrière, voilà. Ouais. Philippe, à toi. Moi, il n'y a qu'une date qui m'a marqué. Je retiens qu'un seul fiasco, c'est le 13 mai 1978, quand Nice a perdu la finale de la Coupe de France contre Nancy, parce que j'avais 15 ans. Donc je connaissais encore ni les femmes ni la vie. J'avais plein d'espoir. Et ce match m'a brisé. J'ai dû faire 30 ans de psychanalyse derrière. Où il t'a juste montré ce qu'était l'OGC Nice. Parce que l'OGC Nice avait une équipe magnifique et qu'elle a été battue par le Nancy de Michel Platini et que ça a débouché sur une crise monumentale avec le départ de Dominique Baratelli qui a quitté Nice pour le Paris Saint-Germain, tout comme Jean-Noël Luc, Jouve et Toko qui sont partis. C'est un match qui a brisé le club. Je vois que tu veux m'arrêter. Je vais t'arrêter, tu sais pourquoi? On dirait Schmeichel. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai un copain qui m'a fait rire ce matin. Tu ne peux pas comparer Laurent, ne Baratelli. le prends pas parce que tu le connais, mais il dit à l'époque on était éliminé par Nancy et Michel Platini, aujourd'hui par Bâle et Jean-Kévin Augustin. Ça m'a fait rire, même si j'ai du respect évidemment pour Jean-Kévin Augustin. T'as quand même perdu contre Michel Platini, quoi. T'as pas perdu contre Calafiori et Jean-Kévin Augustin et Amdouni. Bon. Laurent, est-ce que tu as un fiasco, toi, à te rappeler de cette Non, un équipe fiasco, c'est surtout une déception. Des déceptions. Mais je me souviens, on parle de Nancy, moi j'étais à la finale Coupe de la Ligue. De la Coupe de la Ligue. 2006. 2006, et ils sont perdu à 10. 2-1. Et on prend un but sur un coup de pied arrêté. Et c'est là, on dit souvent, quand il y a une équipe à 10, l'infériorité ou la supériorité ne joue pas. Et ouais, ça avait été terrible. Et le gardien, je ne me rappelle plus. Le gardien c'était Hugo Lloris. En 2006, ne fais pas celui qui ne comprenait pas. Et c'était un petit peu un match un peu compliqué, effectivement, pour Hugo Lloris. À ce moment-là, moi, je vais choisir Nantes, évidemment, la finale de la Coupe de France. L'an dernier, parce que c'est vrai Galtier, que... toi, tu moins de regrets parce que tu avais fait un bel avant-match. Ouais, on avait fait un très bel avant-match, effectivement. Nous, on avait gagné notre finale la veille, ça c'est sûr, dans les bars de Paris. Mais en tous les cas, il y avait quasiment 10 000 supporters niçois, dont beaucoup d'enfants, encore une fois, et qui ont souffert de cette défaite. Et c'est vrai qu'en général, quand tu gagnes un titre, il y a un engouement derrière qui se crée. Regardez, Nantes qui fait une saison pourrie cette année en Ligue 1 et qui se retrouve une nouvelle fois en finale de Coupe de France, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à construire autour de ça. Je les sens bien faire une Niçoise 97. Ouais, c'est possible, descendre et gagner la Coupe de France, mais c'est vrai que cette défaite face à Nantes, c'est quand même en travers de la gorge aussi. Donc on a dit les 5, c'est bien, on a été bon.
tous les 5, on a nos 5 matchs. Quelle tristesse. La semaine prochaine, on fera une émission sur le suicide assisté. Non, il essaiera d'être un peu plus joyeux. On va fêter cette belle victoire contre Clermont qui arrivera certainement, mais pour rien. Et puis voilà. Hein, non, mais c'est que du football. Tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Oui, et tu as bien raison de le répéter. Nous, on s'enflamme, on est là, on est dans l'émotion. Oui. On va parfois loin Il faut raison garder. dans les propos, mais ça ne reste que du football. La semaine prochaine, Mais c'est dur quand même si c'est que du football. La semaine prochaine, nous inviterons Christian Estrosi et Jean-Pierre River. Ils sont les bienvenus. Voilà, Ils sont les bienvenus sur ce plateau. Légèrement égratignés aujourd'hui et donc. Avec Dave aussi. Ils sont les On lui remettra le trophée. de l'ancien aigle. La roue d'or. La pommade. Allez, Non, là, il faut s'arrêter. voilà. Là, on commence à balancer des saucisses. Allez, faut s'arrêter là. Laurent, merci beaucoup Merci. d'avoir été sur le plateau Merci, de Gin Tonic. Bon courage pour cette Coupe du Monde féminine, ces JO qui attendent évidemment l'équipe de France. On croise les doigts et pourquoi pas de retour avec ou le trophée ou une médaille. Hein, Pourquoi pas. c'est ce qu'on souhaite en tous les cas On le pour souhaite, ouais. cette équipe de France. Et on peut dire via Laurent, si Hervé Renard veut passer sur le plateau. Ah, mais alors avec grand plaisir, on aurait plein de choses à lui dire parce qu'on adore Hervé Renard ici. Donc Je lui ferai passer le message. voilà, t'as vu, c'est convivial. Bon, là, t'es pas tombé le meilleur jour. Ouais, c'est vrai que. T'es tombé après une grosse défaite, mais d'habitude, on se marre un peu plus quand même. Quand même. Hein, On un se petit marre, peu. là. Ouais, Sur la fin, là. On se marre quand même. Ouais, on Ouais, se marre on y arrive. toujours. Allez, Pas vraiment, non. toi, tu restes Genre de chapeau. C'est le but de Baratini quand il a revu, franchement, on dirait C'est Schmeichel. bien tombé là. Depuis 78, on se marre plus. Allez, on finit cette émission avec le sourire et en rigolant. Merci à Sophie Doncé, Chloé Wargard, Philippe Bertini à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye.